Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, affaire de la bagarre à l'Assemblée nationale, les deux députés présumés agresseurs placés en garde à vue, Mamadou Niang et Massata Samb, ont gardé le silence devant les enquêteurs de la DIC au nom de leur immunité parlementaire. Déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, l'opposition prolonge les débats jeudi prochain avec une motion de censure. Quelles sont ses chances d'aboutir? Nous ferons le point. Et puis, affaire Papalénian, la coordination des associations de presse monte d'un cran dans la lutte pour la libération du journaliste. La CAP appelle au boycott des activités gouvernementales jeudi et vendredi prochain. Mais d'abord, ce drame à Diass, un jeune homme a été sauvagement tué à coups de machette par des individus non encore identifiés. Les présumés tueurs ont fait irruption dans le champ de la victime. L'agression mortelle a provoqué l'ire des populations de Kirène. Nous y reviendrons avec nos équipes. L'autre gros titre de cette édition, les députés Massata Samb et Mamadou Niang placés en garde à vue, invoquant leur immunité parlementaire. Les deux députés présumés agresseurs de leurs collègues Amin Ndiaye Gniby n'ont pas répondu aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Les députés de l'opposition venus à la DIC ce matin se disent choqués. Nous y reviendrons également au cours de cette édition. La motion de censure de l'opposition a-t-elle des chances d'aboutir? Les députés de l'opposition y croient dur comme fer. Le Premier ministre Amadou Ba devra retourner à l'hémicycle jeudi prochain. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Jafar Abba. Les députés de l'opposition ont déposé une motion de censure ce mardi après la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, une procédure reconnue par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dire que donc la motion de censure, c'est quand des députés ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement, ils proposent la démission de ce gouvernement par le dépôt d'une motion de censure. Et quand on dépose cette motion de censure, c'est un dixième des membres de l'Assemblée nationale, des députés composant l'Assemblée nationale, qui doivent signer cette motion pour que la motion soit recevable. Pour ces députés de l'opposition, le dépôt de cette motion de censure trouve toute sa pertinence dans un discours du Premier ministre qu'ils ont trouvé insipide. Le Premier ministre hier, mais sur beaucoup de questions où on l'attendait et n'ont pas reçu les bonnes réponses. Nous l'attendions sur l'état de droit, qu'il parle réellement de l'état de droit au Sénégal. Nous attendions le Premier ministre sur l'état de la démocratie au Sénégal. Il n'en a pas parlé. Nous attendions le Premier ministre sur toutes les questions de souveraineté politique, alimentaire, financière, économique. Nous n'avons pas entendu sur ces questions-là. Et ce sont ces questions-là qui sont au cœur du débat politique au Sénégal. Ce sont ces questions-là qui intéressent les Sénégalais. Quand un Premier ministre est à l'aise devant des députés, dès qu'il termine sa déclaration de politique générale, il demande à ce qu'il propose un vote de confiance. Il ne l'a pas fait. Le député Abbas Fall reste optimiste que cette motion de censure va passer, car avec cette 14e législature, tout changement est possible. Nous sommes 80 députés de l'opposition. 80 députés de l'opposition. Il y a 3 députés qui sont non inscrits, qui disent qu'ils sont dans l'opposition, mais ils ne sont pas obligés peut-être de voir de la même façon que nous. Mais vous voyez, 80 députés, c'est à peu près 51% des Sénégalais qui pensent comme nous. Nous croyons que ça va passer et puis pourquoi pas, il faut s'attendre à une surprise de l'autre côté aussi. Contrairement à Maître Ousmane Seye qui pense que cette motion de censure n'a pas sa raison d'être. Cette motion ne sert pas à grand chose. Sinon, cette motion c'est une volonté de vouloir bloquer le fonctionnement des institutions, de retarder les affaires de l'État. Mais ça n'a pas une conséquence. Parce que si aujourd'hui on vote la motion de censure, le président de la République peut reconduire le même gouvernement. Elle a été déposée ce mardi en attendant de mettre au courant le gouvernement sous 48 heures. Les députés vont retourner à l'hémicycle ce jeudi pour d'autres débats.
Merci Fat Bintou. L'actualité, c'est aussi l'affaire Pape Alé-Niang. La CAP appelle au boycott des activités gouvernementales jeudi et vendredi prochain. La coordination des associations de presse monte ainsi monte d'un cran dans la lutte pour la libération du journaliste. Voici Momar Diong, membre de la CAP, avec nos équipes. Nous sommes obligés, devant une situation de cette nature, à passer à la vitesse supérieure. Parce qu'il ne s'agit plus de se battre pour faire libérer Pape Alé-Niang, qui encore une fois a été injustement arrêté. Il s'agit aujourd'hui de voler au secours d'un confrère dont la vie est en danger. Et vous comprendrez donc que notre combat ne peut aller que crescendo. Et c'est dans ce cadre que nous allons poursuivre et intensifier les visites auprès des ambassades accréditées à Dakar et également auprès des guides religieux. Après avoir rencontré hier l'archevêque de Dakar, nous allons nous rendre incessamment auprès du khalife général des Mourides, du khalife général des Tidjanes, du khalife de Diof, du khalife de Niassane, pour les sensibiliser par rapport à la situation de Pape Alé-Niang aujourd'hui, qui est d'une extrême gravité. Ça, c'est une action qu'on va mener. La deuxième action qui sera menée va consister au boycott pur et simple des activités gouvernementales à compter de ce jeudi et vendredi. Toutes les activités gouvernementales seront boycottées par la presse. Et sur cette question, il faudrait que les Sénégalais sachent quelle est la portée et la signification d'une action de cette nature. Figurez-vous hier, au niveau de l'Assemblée, au moment où le Premier ministre faisait sa déclaration de politique générale, si la presse, qui a eu par ailleurs une attitude très responsable, parce que nous avons eu certes à mener une action d'éclat, mais on n'a pas perturbé pour autant la séance de présentation de la déclaration de discours général. C'est avant l'entame de la session que nous avons eu à manifester pour nous faire entendre. La responsabilité des journalistes qui s'est invité à la deuxième édition de la cérémonie Sargal Presse, l'occasion de revenir sur les conditions de travail dans le secteur, la tenue des assises de la presse, entre autres sujets. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a distingué à cette occasion plus de 25 doyens du secteur des médias. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Youssou Barro. Des doyens qui se sont fait distinguer dans l'exercice du métier de journaliste. Leur expérience et leur sens de responsabilité, des critères choisis par la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour leur rendre hommage. Il s'agit de donner un exemple des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour le rayonnement du secteur de la presse. Donc c'était important de les montrer un exemple et de voir comment communier avec ces personnes qui ont pratiquement une trentaine d'années d'expérience professionnelle. Hommage bien mérité aux yeux du ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie. D'abord, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des membres de la Convention. Et c'est un grand moment aussi de partage d'informations et de discussions entre les jeunes reporters, de manière générale, journalistes comme techniciens des médias. Tidjane Barry, parmi les récipiendaires, il n'a pas manqué d'exhorter les jeunes journalistes à la patience. Les honneurs, c'est pas tellement mon fort. Mais enfin, quand des pairs reconnaissent ta valeur, organisent une cérémonie et te rendent hommage, il faut l'accepter, il faut s'en féliciter, il faut se donner le temps et le courage d'affronter la dure réalité du reportage, d'aller produire des documentaires, de faire de grands reportages, connaître le pays et ses hommes, avant de retourner maintenant sur les plateaux de télévision et de parler de soi-même ou d'animer des émissions. Les conditions de travail des reporters, une vieille doléance discutée dans cette rencontre. C'est l'occasion pour moi tout à l'heure de rappeler aussi, c'est une occasion phare de rappeler à l'État, aux autorités et surtout aux patrons de presse, aux organes de presse, aux entreprises de presse, la nécessité de revoir les conditions de travail des jeunes reporters. La remise des trophées Sargal était aussi le moment de faire un plaidoyer pour la libération
de Pape Alé Niang. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources publiques durant la Covid-19 n'est pas une surprise aux yeux de Momar Ndao. Il espère que la justice va appliquer les recommandations de la Cour des comptes. Le voici avec Chérif Dia. Bon, nous ne sommes pas du tout surpris par en tout cas les travaux et les conclusions donc, de la Cour des comptes, parce que tout ce qui a été dit aujourd'hui par la Cour des comptes, nous l'avons déjà dit dans le rapport du comité de suivi. Regardez le rapport. Nous avons dit qu'il y a eu des absences de bons de commande sur certaines denrées. Il n'y a pas eu d'attestation de service fait sur certaines livraisons, etc., etc. Il y a même un ministère qui a distribué, qui a pris l'aide qui était destinée aux nécessiteux et l'a distribuée à son personnel, alors que ces gens avaient reçu leur salaire. Le salaire n'était pas remis en cause. Donc tout ce que la Cour des comptes dit aujourd'hui, elle a dû peut-être se baser sur les conclusions du rapport donc, du comité de suivi Force Covid-19. Nous avons fait un travail tout à fait détaillé et tout à fait complet et dans lequel tous ces éléments sont. Nous pensons que maintenant ce qui est important, c'est que l'on puisse aller dans ce sens-là, qu'aujourd'hui les conclusions donc, de la Cour des comptes puissent être en tout cas appliquées. Maintenant, ici, éviter à l'avenir ce genre de difficultés. Vous comprenez que si on n'avait pas tenté de faciliter la livraison des marchandises, on n'en serait pas là. Parce que si vous pourrez faire un appel d'offres, par exemple, ça allait durer des mois et les populations étaient complètement démunies et donc attendaient cette aide-là. Maintenant, il faut apprendre donc de ces erreurs et aller de l'avant. Réhabilitation du poste de santé de Fass, une demande sociale satisfaite grâce au projet Fass émergent avec l'appui de la municipalité et des partenaires comme le PADES et l'UNFPA. La livraison de cette infrastructure sanitaire permet une meilleure prise en charge des malades et offrir des soins de qualité. Suivons les explications du docteur Mati Diop avec Amadouba. C'est très important aujourd'hui, comme M. le maire et le sous-préfet l'ont dit, c'est une demande sociale. Le poste depuis 3 ans a été fermé et c'est aujourd'hui vraiment, on est très satisfait, on est très heureuse et aussi d'avoir ouvert ce poste de santé qui va répondre aux préoccupations sanitaires de la commune de Fass, particulièrement de la commune de Fass, Colobane-Gueltapé. Alors, c'est un service, quand on parle de poste de santé, c'est les activités primaires. Donc, il faut qu'on puisse respecter la pyramide sanitaire. Parce que c'est très important aujourd'hui que ce poste de santé puisse répondre aux préoccupations. Alors, les services, il y aura les services curatifs, mais au-delà de ça, il y a la prévention. Parce qu'on est là pour prévenir. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Il y a les services de prévention, mais aussi il y a les services curatifs. Il y a aussi la maternité, parce que qui dit maternité parle de femmes en grossesse, femmes en état de grossesse, femmes qui accouchent, femmes qui allaitent, et aussi il y a la fréquentation des enfants. Donc il y aura le service de consultation curative, il y aura les consultations, la vaccination, il y aura aussi le tri, il y aura aussi la prise en charge des femmes qui viennent consulter au niveau de la structure sanitaire, plus particulièrement au niveau des postes. Alors, c'est un poste quand même qui répond quand même aux normes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir du personnel qualifié pour pouvoir offrir des soins de qualité. Alors maintenant, dans le nord du Sénégal, une eau de source qui ravage le cheptel dans la commune de Ndendori, département de Kanel. Le site se trouvant non loin des phosphates vient d'être isolé par un cordon sécuritaire. Explication Ali Bandeliang. C'est une eau de source qui fait en ce moment des dégâts dans cette zone de la commune de Ndendori dans le département de Kanel. Des dizaines d'ovins et de petits ruminants sont perdus suite à la consommation de cette eau. Face à l'ampleur du sinistre, les notables de Andieri ont invité la presse pour lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités. Je m'appelle Issa Ndiaye, je me suis la villageoise, c'est Tekingel. Là, je suis revenu ici pour ma vache pour faire piqûre. Là, actuellement, on m'a dit qu'il y a de l'eau qui c'est pas bon. Il y a la chaîne qui c'est pas bon. Cette chaîne-là, ça tuait beaucoup de vaches. Depuis longtemps, ça tuait les vaches, mais cette année, c'est encore pire.
cette année encore plus de 300 vases qui sont détruits à cause de l'eau là. Ça a compté les cévales. Les cévales aussi, ça compte, il y a 20, il y a 15 cévales qui sont tués pour ça. Donc nous, on voudrait bien un soutien cette chaîne-là, pour que ça va disparaître complètement. Parce que nous, on a des troupeaux, on a des vaches, on a des cévales, on a les chèvres, on a des moutons. Tout ça, tout ce qui bute là-dessus, ça va tout détruire. Donc nous, on voulait bien ça détruire complètement parce que nous, on a fatigué. Mais nous, on n'est pas loin sur le gouvernement. On n'a pas la matière, beaucoup, la mer pour qu'il passe au gouvernement. Mais actuellement, nous, on a la marche. On voudrait bien soutien vite fait, bien fait, pour que ça soit disponible. Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Ouro-Sidi, l'on attend toujours le résultat des prélèvements effectués par les techniciens du service départemental de l'élevage. Et pour le moment, le maire de Ndendori a déployé un grillage pour réaliser un cordon de sécurité, histoire de tenter d'isoler le point d'eau. Merci Ali. Le fil rouge de l'actualité de ce soir, les députés Massata Samb et Mamadou Niang placés en garde à vue suite à leur audition devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Invoquant leur immunité parlementaire, les parlementaires, justement, n'ont pas souhaité répondre aux questions des enquêteurs. Leurs collègues députés se disent sous le choc. Aminata Mbarisso. Massata Samb et Mamadou Niang, toujours entre les mains des enquêteurs. Ils vont passer la nuit à la division des investigations criminelles après une journée d'audition sans grande réponse. La réponse qu'ils ont servi est qu'ils étaient des députés et que l'Assemblée étant en session, on ne pouvait les arrêter, les poursuivre ou enquêter en tout cas relativement à ces faits que dans l'hypothèse où leur immunité parlementaire est levée. Or, puisque l'immunité parlementaire de ces députés n'est pas levée, ils ont déclaré ne pas collaborer à une enquête en violation de leurs prérogatives, des prérogatives attachées à leur fonction de député. Les deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont maille à partir avec la justice suite à une plainte de leur collègue Amin Ndiaye Gniby, député de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout ceci s'est déroulé en la présence constante des conseils que nous sommes. Et demain, Inch'Allah, quand la décision sera prise de les déférer au parquet de la République, nous les accompagnerons pour faire valoir leurs droits. Les faits remontent au jeudi 1er décembre suite à une bataille au sein de l'hémicycle. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués, mais ça ne nous surprend pas. Puisqu'il était évident qu'au vu du montage grossier qui a été fait, cette affaire ne pouvait déboucher que sur l'arrestation de nos collègues. Je vous dis que le malaise de Amin Ndiaye Gniby est un pur mensonge monté par Farba Ngom. Les chefs de l'Assemblée nationale ne permettent pas à une personne de s'affaler comme elle s'est affalée. Cette histoire est un mensonge de bout en bout. Et lorsque vous aurez en possession le PV mensonger et manipulateur qui a été écrit par le président de l'Assemblée, vous comprendrez aujourd'hui que ça ne pouvait déboucher que sur ça. Le groupe va se réunir dès ce soir et nous prenons acte. Outre la procédure judiciaire déclenchée par la députée Amin Ndiaye Gniby, les deux parlementaires de l'opposition ont également déposé une plainte. Ils comptent aller au bout de leur logique. Ce matin, leurs collègues députés étaient à la division des investigations criminelles pour leur prêter main forte. Ils comptent batailler pour la libération de leurs deux collègues qu'ils jugent victimes d'une injustice. Merci Aminata. Une autre affaire qui fait encore grand bruit à Mbour, la tuerie au marché central. Deux commerçants froidement abattus par un cambrioleur, peinés et encore sous le choc. Les familles des victimes réclament justice. Daimati Dieng et Mamadou Gueye. Et près de l'école 3, c'est ici que vivait Feu Ndiaga Ndiaye, une des victimes de la fusillade au marché central de Mbour. La famille Ndiaye pleure toujours son fils. Mon fils fait partie de ceux qui sont tués à la fusillade au marché central. Il était au bureau d'échange, le tueur est entré. Il l'a trouvé dans le bureau et il a remis des faux billets. Par la suite, ils se sont discutés et le malheur s'est produit. La deuxième victime habitait à Onkat. Malgré la douleur causée par la perte de leur fils Feu Ngagne Cissé, sa famille s'en remet à Dieu.
C'est très difficile car nous avions énormément d'espoir en lui. Il venait de se marier, mais c'est la volonté divine. On est musulman et comme tout musulman, il faut accepter la décision du Tout-Puissant. Les familles des victimes disent laisser l'affaire entre les mains de la justice. Nous demandons à l'État de faire triompher la justice. Cette tragédie a de nouveau déclenché le débat sur l'application de la peine de mort au Sénégal. Et pour beaucoup, c'est plus qu'une urgence pour éradiquer ces crimes répétitifs. L'onde de choc s'est ressentie au quartier Ngent de Thiès, où réside le présumé meurtrier. L'homme est connu comme un conducteur de moto Jakarta, un père de famille sans histoire en apparence selon le voisinage. Charanta Diop l'attire. Ses camarades l'appellent affectueusement Aliou. L'homme qui a abattu 3 personnes à Hambourg pour percer le mystère de ce crime. Nous nous sommes rendus à son domicile au quartier Ngent de Thiès. De quoi déclencher une colère. Une de ses épouses refuse même de s'expliquer. Le cauchemar est encore dans son esprit. À l'une, le présumé meurtrier et conducteur de taxi-moto Jakarta à Thiès, cet acte ignoble fait l'objet de débats au quartier Ngent. Oui, mais je le vois chaque jour. Mais je n'ai jamais cru qu'il était un bandit. Mais l'apparence est souvent trompeuse, comme on dit. Tuer 2 personnes. Pourquoi? Pour l'argent. Mais c'est ignoble. Ça ne se fait pas. Cette dame le connaît très bien. C'est avec le cœur meurtri qu'elle a répondu à nos questions. Il y a de cela 3 jours, il me disait que je vais à Hambourg, mais au retour, je vais vous rembourser ton argent. Si tu le vois, il n'a même pas l'air d'un bandit. Il est correct. Ensuite, il était souvent à l'arrêt qui se trouve en face de la police de Ngent. L'enquête sur ces assassinats suit son cours. Plusieurs personnes proches du meurtrier présumé sont arrêtées ici, à Thiès. Merci Charanta, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. IFITO pour numériser les processus de certification phytosanitaire. L'objectif est d'automatiser le processus d'importation des produits agro-industriels, gagner du temps et réduire les coûts. Les explications d'Edouard Descotti, directeur adjoint Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, avec Fatou Bintou Conté. 2 projets visent à digitaliser 2 documents commerciaux, le permis d'importation pour les semences et également le certificat phytosanitaire pour tous les exportations de légumes, de fruits, mais aussi d'autres produits horticoles. Alors ces 2 projets vraiment sont l'introduction de systèmes digitaux. Donc on a digitalisé des procédures qui étaient jusqu'ici des procédures papier, donc des procédures qui étaient longues, qui étaient coûteuses parce qu'il fallait que des personnes, des entreprises se déplacent au bureau de la DPV pour obtenir les documents, pour les remplir, pour les récupérer. Maintenant, avec la procédure digitale, tout peut être fait en ligne. On a entendu tout à l'heure le témoignage de 2 entreprises qui ont démontré que ça leur apporte vraiment des réductions des coûts. Colère des étudiants ressortissants de Fatick à l'université Alioune Diop de Bombay. Ils dénoncent le mutisme des autorités face à leurs nombreuses difficultés. Ils ont des problèmes de logement, selon ces étudiants qui ont fait face à la presse. Écoutons leur porte-parole avec Babacar Diouf et Nongondiaï. Le loyer coûte cher aux étudiants ressortissants de Fatick à l'université Alioune Diop de Bombay. Les 3 maisons, et ça revient à 705 000. Oui, 705 000 par mois, avant de parler les autres services. Ils sont fatigués. Ibrahim Ngom et ses camarades ne peuvent plus faire face aux dépenses quotidiennes à Bombay. On fait tout nos possibles pour prendre en charge, mais on ne peut plus. On ne peut plus. Ils sont souvent menacés d'expulsion par des bailleurs qui, pourtant, reconnaissent-ils, font souvent preuve de patience. Les 2 mois passés là, il y a des vocaux que les bailleurs avaient envoyés au PCS pour qu'il ait dit il faut payer le loyer, sinon vous allez quitter la maison. Il y a un autre bailleur qui est en Europe,
c'est la propriété de l'autre campus. Il nous dit, si vous restez dans ma maison, c'est parce que je suis en Europe. Mais une fois ici au Sénégal, à Bambi, vous allez quitter à... Les étudiants ressortissants de Fatick n'attendent qu'une chose, une subvention venant des autorités de leur région d'origine. Nous, en tout cas, ce qu'on voit actuellement, ce qu'on attend de nos bailleurs, c'est de venir en aide les étudiants. Sinon, ils verront tôt ou tard leurs frères, leurs fils, leurs frères, leurs expulsés. Leur nombre dépasse les 200. Ibrahim Ngom et ses camarades ne pensent pas pouvoir accueillir les nouveaux bacheliers dans ces conditions. Parlons à présent de l'événement gastronomique Cuisine de la mer. Il s'agit de la 3e édition du festival gastronomique de la gastronomie portugaise, une initiative de l'ambassade qui allie tradition gastronomique portugaise au lien étroit avec l'océan en présentant des plats nationaux à base de produits de la mer. 3 chefs invités ont réalisé de talent lors de cette édition, au grand plaisir du grand public, parmi eux, Ibou Diouf. Antonio Simoes, Laetitia Silva et Rodrigo Madeira, 3 Portugais, 3 chefs reconnus dans le domaine de la cuisine. Aujourd'hui, ils sont chargés de préparer les menus présentés lors de cet événement gastronomique dénommé Cuisine de la mer. Un événement qui est un symbole de l'amitié et des rapports très très forts entre le Sénégal et le Portugal. Nous avons ici 3 chefs portugais, Rodrigo Madeira, Laetitia Silva et António Simões. Ils sont très jeunes, mais ils font vraiment une réinterprétation délicieuse des produits portugais, la tradition gastronomique portugaise, avec des produits du Sénégal. Dû à la position du Portugal sur la côte atlantique, la pêche est une source naturelle de revenus et le poisson est très prisé. Aujourd'hui, ces plats sont proposés au public. Un voyage gastronomique qui associe la cuisine portugaise aux produits de la mer, notamment ceux que le pêcheur du Sénégal retire de l'immense océan Atlantique qui nous rassemble. Ici, tous les plats sont portugais et ça tombe bien. L'influence de l'océan Atlantique avec ses produits de la mer et la tradition méditerranéenne. D'ailleurs, les produits de la pêche sont la principale exportation du Sénégal vers le Portugal, contribuant au fait que le Portugal soit le plus grand consommateur de poissons par habitant de l'Union européenne. Les Portugais adorent les plats à base de produits de mer et il est très commun de disposer d'un choix varié sur n'importe quel menu portugais, comme il est le cas lors de ce festival de gastronomie portugaise. Et puis en sport, demi-finale de la Coupe du Monde, l'Argentine mène 3-0 devant la Croatie. Et puis l'affiche Maroc-France, 2e demi-finale de la Coupe du Monde, prévue ce mercredi. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.